Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis désolé, il n'y a pas de visuel en extérieur pour cette vidéo étant donné qu'il commence à faire très froid dehors et que techniquement c'est un peu relou à tourner. Mais c'est pas grave, je suis actuellement dans un magnifique studio d'enregistrement. Imaginez-vous la scène, des beaux micros, une belle lumière tamisée. Et c'est pas vrai, je suis dans ma voiture que j'ai d'ailleurs éteinte pour éviter de défoncer la batterie. Aussi, deuxième chose, je vais essayer de faire au maximum pour vous faire perdre le moins de temps finalement puisque mon dernier podcast était beaucoup trop long. Donc je vais essayer d'être autour des 30 minutes. Je vais faire de mon mieux. Après avoir débunké les écoles supérieures, l'alternance et le monde du travail, il reste un seul élément, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est un sujet qui est largement idéalisé, présenté comme la clé ultime de la réussite, de la richesse et de la liberté. Mais dans les faits, derrière ces belles choses, il y a une réalité qui est souvent méconnue. La précarité, les doutes, la pression, la charge mentale, l'administration, bref, je vais vous expliquer et je vais vous donner mon point de vue sur ce sujet-là, puisque bien évidemment, c'est le but de cette émission, pleurnicher et surtout de dire des choses, des faits qu'on se cache de vous dire ou que vous refusez d'entendre, parce que vous restez quand même des adultes et il y a des choses que vous refusez d'entendre, il n'y a pas de problème, on peut très bien en parler. Je ne vous accable pas, cependant, je vais vous parler des avantages de vous lancer en freelance, mais aussi et surtout des inconvénients. Des mythes à déconstruire, des choses qu'on ne vous dit pas forcément ou qu'on refuse de vous dire quand on se lance. Et je vais vous parler culture de l'instant, prospection commerciale, personal branding, salariat, épanouissement. Ça fait beaucoup, je sais. Mais au moins, vous comprendrez pourquoi il en faut beaucoup plus pour pouvoir se lancer en freelance. Il ne suffit pas d'avoir de la motivation pour réussir. Et surtout, je vais vous apprendre à vous protéger face au monde de l'entrepreneuriat. Déjà, dans un premier temps, parlons des avantages. Parce que oui, les choses ne sont pas manichéennes, il n'y a pas que des avantages ou des inconvénients. Les choses ne sont pas tout noir ou tout blanc. C'est gris, voilà, concrètement. Mais bref, les avantages d'être entrepreneur, déjà, vous pouvez choisir. En fait, il y a beaucoup cet aspect de choix dans l'auto-entrepreneuriat qui est très satisfaisant. Vous choisissez avec qui vous travaillez, vous choisissez comment vous travaillez, quand vous travaillez, où vous travaillez. Bref, vous êtes totalement flexible et libre dans vos choix en fait, et ça c'est cool. Il y a aussi le fait que vous pouvez choisir vos tarifs, que vous fixiez un salaire, que vous versiez votre propre salaire, que vous pouvez vous augmenter, vous pouvez faire des tas de choses. Et surtout, quelle grâce, mais quelle grâce, le fait de se payer soi-même, c'est un avantage. Moi qui a connu les impayés, les retards de paye, le refus de versement de solde de tout compte, etc., le fait de se payer soi-même et de ne pas attendre, ça fait tellement du bien. Et surtout, le fait qu'il n'y ait pas d'inconnu, c'est-à-dire que, par exemple, le week-end il arrive, vous savez pertinemment que vous n'aurez pas votre paye avant lundi, et le week-end il va être long. Alors que là, peu importe le jour, que ce soit samedi ou dimanche, je me fais mon virement et je suis payé. Donc ça, c'est lourd. Ça, c'est un avantage c'est tellement du luxe, c'est tellement chic de se payer soi-même. Et en fait, le free et le fait d'être entrepreneur en général, c'est que tu as tellement de contrôle et de flexibilité sur ton emploi du temps, sur tes projets, sur ta manière de travailler, que c'est cool. Mais ça peut vite tourner au vinaigre. Et j'ai déjà fini les avantages. Ouais, je sais. Ouais, yes, t'es trop négatif, tu vois pas les choses du bon côté. Laissez-moi tranquille. En fait, dans le fond, on sait très bien quels sont les avantages du freelance. C'est connu par rapport au réseau. Mais ce qu'on ne vous dit pas, et c'est pour ça que je suis là, pour contrebalancer les choses, c'est ces fameux inconvénients qu'on se cache de vous dire. Déjà, dans un premier temps, l'administratif. Si déjà vous êtes allergique à remplir votre fiche d'impôt en ligne ou à faire des démarches pour l'ANTS pour obtenir votre code de la route, vous allez souffrir en freelance. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le statut freelance, si vous vous déclarez, on part du principe que vous êtes dans la légalité et que vous voulez rembourser la dette de la France, donc vous devez avoir un minimum de rigueur administrative. Et les procédures sont tellement longues et complexes. Inscription à l'INPI pour déclarer votre société, inscription à l'URSSAF pour déclarer vos cotisations, etc. Votre logiciel comptable de facture, tout doit être mis en place dans les bons termes et dans la meilleure des choses, parce que forcément, si vous vous trompez, ça risque d'être compliqué. Et vous pouvez aussi perdre énormément de temps vous pouvez perdre énormément de temps si vous manquez d'organisation et que vous n'êtes pas rigoureux sur l'administratif. Donc déjà, prenez en compte ce problème. Ensuite, votre gestion financière. Certes, en auto-entreprise, quand on est freelance, la comptabilité est simplifiée. C'est-à-dire qu'il y a une certaine fusion entre votre compte perso et votre compte pro, grosso modo. Mais en fait, là où je vous dis de faire attention à votre argent, c'est au niveau de votre tarification. Pourquoi ? Parce qu'en France, nous avons une mafia qui s'appelle l'URSSAF. Ouais,
je considère l'URSSAF comme une mafia parce que purée, les cotisations qui partent, ça fait mal. Hein. Et moi, je bénéficie de l'ACRE, donc je suis même pas trop à plaindre parce qu'il y en a, ils ne bénéficient plus. Et moi, en juin 2026, je n'aurai plus le droit à l'ACRE. Donc, mes clients, j'espère que vous avez entendu ce que j'ai dit. Donc, pour revenir à ce que je disais, faites attention à ça parce que l'URSSAF prend vos cotisations, puisque vous êtes auto-entrepreneur, vous devez payer les cotisations sociales. Ce qui veut dire que, par exemple, si vous facturez une prestation 500 €, vous ne recevrez pas 500 € sur votre compte, mais plutôt 250, 270. Ouais, vous allez avoir des charges et des charges et des charges qui vous incombent, qui sont obligatoires, et d'autres qui vont être nécessaires pour faire tourner votre activité. Et sans cette rigueur dans la gestion financière, ça va devenir très compliqué pour vous. Donc, faites attention à ça. Autre point, le nerf de la guerre, c'est la prospection. Trouver un client en 2025, c'est dur. Dehors, c'est chaud, je vous l'ai dit plein de fois. Et j'ai essayé toutes les méthodes dites miracles pour trouver des clients avec des entrepreneurs très expérimentés, mais qui, dans les faits, ont 40 000 clients depuis l'époque du Christ et qui vous donnent des leçons et des techniques qui ne fonctionnent même plus aujourd'hui pour la plupart. À base de « vous voulez trouver des clients ?» Faites de la prospection par téléphone, envoyez des mails, inscrivez-vous sur les plateformes de freelance, allez rencontrer des freelances à des événements pour faire du networking, parlez-en à votre réseau sur LinkedIn. Non, ça ne fonctionne pas dans mon cas, et je dis bien, et je le précise bien dans mon cas. Hein, ceux qui sont là, non mais tu peux pas faire des généralités, je parle de moi. D'accord. Donc, pour moi, ça n'a pas fonctionné. C'était vraiment sans effet. Et en plus, les plateformes de freelance, mais la grosse blague, ils te prennent 20% en plus. Donc, rajoute ça avec la mafia. Ça fait une deuxième mafia qui te prend de l'argent. À un moment donné, faut que ce soit en adéquation avec ce que j'aspire pour mes projets pro et perso. Mais en gros, ces méthodes n'étaient pas efficaces parce que ça ne correspondait pas à ma personnalité. Et en fait, il y en a une qui a très bien fonctionné récemment, et je vous le dis tout de suite, c'est le personal branding. Le fait de créer du contenu, c'est une méthode qui m'a demandé presque aucun effort, puisque je fais ça avant tout par passion et aussi pour alimenter Ilyes+. Et en plus, ça me permet de valoriser mon travail, mon expérience, mon savoir-être, mon savoir-faire, ma personnalité. Et ça me convient. Parce que moi, quand je fais de la prospection classique, je l'ai déjà fait, j'ai plus l'impression de déranger les gens qu'autre chose. Et je ressens vraiment cette gêne, et je le ressens comme une véritable démarche agressive. Je me vois un peu comme vous voyez les vendeurs dans des magasins. Vous mettez un orteil. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, tout est à moins 30% sur tous les vêtements avec des pastilles bleues, n'hésitez pas. Et après, la personne, elle vient, je peux vous renseigner? Oui, du coup, vous cherchez quoi? Ah, on a des très belles chemises, des très beaux jeans et tout, je vous conseille celui-là. Ah! Au revoir! Ce que je voulais dire, c'est que appeler ou aller à des événements, ça ne marche pas pour moi parce que tout simplement, c'est pas des choses que j'aime faire. Et comme le dit Raya dans le dessin animé Disney, que je vous conseille de voir, il y a toujours une autre solution. Et ça, c'est par rapport à un constat que j'ai fait sur ma génération, c'est qu'on va être beaucoup à analyser en profondeur tous les problèmes qu'il y a autour de nous. Et c'est bien de faire ça. Mais le problème, c'est que on reste souvent passif, c'est qu'on est beaucoup dans l'analyse, dans les déductions, parfois dans les conclusions hâtives, mais on passe très peu à l'action. Donc oui, la prospection commerciale s'est dépassée pour telle et telle raison, on n'est plus en 1995, les mails, non, c'est pas assez efficace. Ok, je constate, mais il faut que je passe à l'action pour trouver des clients. Et personnellement, j'ai décidé de passer à l'action et c'est pour ça que je fais du personal branding. Et ça a été hyper efficace. Et puis il y a une deuxième méthode qui a bien fonctionné pour moi et qui m'a ramené des clients. C'est la sponsor. La sponsor et le contenu organique, c'est vraiment des alliés qui sont extrêmement puissants. Personnellement, j'utilise Instagram comme canal d'acquisition, que j'ai réussi à convertir d'ailleurs en canal d'acquisition, puisque j'ai plein de personnes qui viennent me demander des renseignements sur mes prestations. Et en fait, ils viennent principalement parce qu'ils aiment mes contenus, surtout mes vidéos. Et ils se projettent là-dedans, et ils veulent la même chose pour eux. Et ça me convient. Et je trouve que c'est archi puissant. Et qui plus est, c'est bien parce que la manière que j'ai trouvée pour avoir des clients, c'est une manière qui dépend bien de mon caractère, enfin qui fonctionne bien. Et c'est trop bien. Donc, en vrai, il n'y a pas de stratégie miracle pour trouver des clients. Il faut simplement trouver une stratégie qui est en adéquation avec vous-même. Ensuite, encore un autre inconvénient. Ouais, il y en a encore
quelques-uns, hein. Mais là, globalement, je vais vous parler d'un autre inconvénient qui est l'organisation. Vous pouvez facilement vous sentir dépassé quand vous allez vous lancer en freelance, et c'est mal. Je refuse de valoriser la désorganisation, le stress, ce n'est pas quelque chose de normal. Mais attendez-vous à ce que ça vous arrive. Il faut en être conscient que les premiers mois, ça va être difficile à gérer. Vous allez avoir la tête partout. Et c'est essentiel quand même que vous puissiez bien proportionner votre charge de travail entre la gestion de votre société, vos projets clients, votre temps libre. Et vous sachez qu'avec le temps, ça finira par s'améliorer. Mais acceptez le fait que quand vous allez vous lancer, ça va un peu empiéter sur votre vie privée. Ne soyez pas trop hermétique. Faites-le au fur et à mesure. En freelance, tout est une question d'organisation. Puisque vous êtes seul, vous êtes responsable. Et donc, forcément, vous choisissez votre manière de travailler et l'intensité. Donc, si vous voulez pas travailler du jeudi au mardi, vous le faites. Et puis, si à un autre moment, vous voulez travailler pendant 2 semaines, vous travaillez pendant 2 semaines. Vous êtes libre. Mais gardez en tête que vous devez compenser les charges de travail en fonction de comment vous travaillez et votre organisation. Autre point, et ça, on se cache bien de vous le dire, mais c'est bien dommage, la précarité. Vous allez être pauvre quand vous allez commencer en freelance. Il faut dire les termes. Vous allez être pauvre, sauf si vous avez mis de côté. Mais partons du principe que vous écoutez ces fameux conseils à base de sors de ta zone de confort, lance-toi en freelance, vous allez être pauvre. C'est-à-dire que vous allez faire 0. Pour vous donner un exemple, j'ai été sans ressources entre juin et octobre. J'ai touché 0. Je me suis lancé en freelance en juin. J'ai touché mon premier salaire là, ce mois-ci. Et on reviendra plus tard sur ces fameux mythes autour de l'auto-entrepreneuriat et de la richesse. Mais pour se lancer en freelance, je vous conseille très fortement de faire des économies ou d'avoir un travail à côté. Si je devais recommencer mon lancement en freelance, d'abord, je trouverai un emploi stable, j'économiserai 1 an de salaire, et après, je me lance progressivement, et je garde mon travail à côté. Je passe à mi-temps au mieux, ou au pire, je le quitte, mais au moins, j'ai 1 an de salaire, je peux vite me retourner. Si ça va pas, au moins, j'ai des solutions. Et vraiment, cette manière dont on vend le freelance comme le nouveau chômage, la nouvelle planque avec la saturation du marché et tout, il y en a beaucoup qui se lancent dans le graphisme, ou même dans d'autres secteurs, je sais pas, les prothésistes ongulaires, les coiffeurs, etc., et en fait, ils vont proposer une tarification qui est extrêmement basse et ça joue non seulement sur la précarité, ça dérègle le marché. Et moi-même, je me considère un peu comme un dérégleur de marché avec mes tarifs. Mais la différence, c'est que moi, mes tarifs sont justifiés par rapport à la quantité de travail. Je ne travaille pas tous les jours, je travaille à temps partiel sur mon projet en prestation. Et qui plus est, pour me différencier, je ne vais pas utiliser mes tarifs principalement. Ce qui va me différencier, c'est qui je cible et surtout qui je suis. D'où le personal branding qui est indispensable. La différenciation dans notre époque, elle est hyper importante. Et heureusement que je me suis différencié avec Ilias+. Et je reçois de plus en plus de demandes de prestations. Mais je ne vais pas prendre ça pour acquis et je prévois quand même de revenir au salariat pour me refaire un petit peu et mieux investir dans Ilias+. Et il faut vraiment prendre conscience que quand vous allez vous lancer en freelance, c'est la pauvreté qui va vous attendre dès le départ. Et ça va mettre du temps. Vraiment, je pense que c'est des années avant de transformer ton chiffre d'affaires en un salaire concret. Et donc moi, mon plan, ce serait que tout simplement, pour les premières années de Ilias+, que mon chiffre d'affaires devienne une prime et une source de revenus secondaire. Je compte gagner un salaire fixe qui tombera tous les mois et je me verserai mon chiffre d'affaires sous forme de prime. Et à terme, j'aimerais bien que ce soit une deuxième source de revenus conséquente, puis un deuxième salaire et enfin mon salaire principal. Ce serait trop bien. Mais je sais que ça, c'est des choses qui prennent du temps et j'ai conscience de ces difficultés-là et je suis pas délulu par rapport au fait que oui, non, mais c'est juste parce que je suis pas bien, parce que je suis un imposteur. Non, je sais juste que ça prend du temps. Il y en a des millions de freelances avant moi qui se sont lancés, qui ont leur place. Laissez-moi faire la mienne. Et ça prend du temps. Et en plus, il y a une pression financière à laquelle vous ferez face quand vous serez freelance et qui va s'accentuer. Par exemple, moi, tous les 3-5 ans, je renouvelle mon matériel audiovisuel pour être à la pointe de la technologie. C'est quelque chose que je souhaite faire. Et là, mon dernier renouvellement date de 2022, du moins c'est ma base de matériel. Et donc ça veut dire que dès l'année prochaine, il va falloir que je renouvelle mes caméras, que je me rachète des drones, que j'ai du matériel qui commence à devenir obsolète, il y en a qui est cassé, et donc forcément, il y a cette pression qui s'accentue, d'où le fait de retourner dans le salariat. Donc prenez ça, tenez-le pour dit, la précarité va vous attendre, mais ça ne durera pas aussi longtemps qu'on le pense. Du moins, comment je vous le raconte, on dirait que vous allez être pauvre jusqu'à la fin de votre vie, mais c'est pas ça, mais ça va quand même prendre un certain temps. Le dernier inconvénient, c'est les clients. Déjà, dans un premier temps, il faut tout le temps justifier ses tarifs quand vous avez des clients. Après, justifier correctement, je vais venir après.
Mais de manière générale, moi-même qui a travaillé dans un parc d'attractions et qui a fait face à de nombreux clients, je connais les comportements de la clientèle française. Eh bien, vous avez des clients, par exemple, qui ne viennent pas à vos rendez-vous, à vos appels, ou il y a ceux qui vont tenter de faire du salariat déguisé et ne tomber surtout pas dans leur piège, ou ceux qui vont avoir une attitude hyper condescendante ou méprisante ou essayer de vous développer en vous un syndrome de l'imposteur parce que vous êtes trop cher alors que vous avez dit Enfin, ils vont vous dire « Ouah, c'est super faire et tout, c'est n'importe quoi, la France de Macron », alors que tu as dit que tu allais faire un flyer pour 30 balles. Sachez que vous serez toujours trop cher pour quelqu'un. Donc voilà, c'est juste anecdotique. Et quand je fais face à ce genre de personnes, et même en général quand je vois mes clients, et c'est comme ça que j'arrive à choisir mes clients, j'opte, on va dire, pour la pédagogie. Je ne dis pas que je vais me mettre dans une attitude de professeur des écoles, mais en gros, je vais clairement expliquer ce que je propose, clairement expliquer pourquoi mes tarifs sont comme ça, et je vais être le plus clair possible. Et aussi, ce que je fais maintenant, c'est que je pose des limites. J'avais eu des clients auparavant extrêmement envahissants, très irrespectueux, et c'était un calvaire pour asseoir mes limites. Et maintenant, j'hésite pas à dire mes limites dès le départ. Et je vous dis la vérité, j'hésite pas à faire passer mon côté psychorigide d'abord quand je suis avec des clients. Et dès le départ, en fait, ça me permet justement de faire le tri et de m'éviter ceux qui essaieront de me manipuler ou passer entre les mailles du filet, pardon. Et je pose mes limites dès le départ. Donc, vaut mieux être dur au début que laxiste et ouvert, voilà. Et quand je dis je suis dur, c'est pas que je suis un dictateur, c'est par exemple je vais être psychorigide sur les conditions de paiement, les tarifs, les conditions de droit d'auteur, la propriété intellectuelle, ce genre de choses. Tout ça, ce sera dit en amont, ce sera pas caché, j'ai aucun intérêt à cacher ça, mais par contre, les choses sont claires avec les personnes avec qui je compte collaborer. Parce que si une collaboration se passe mal d'un point de vue humain, ça aura un impact sur mon travail, ça aura un impact sur le résultat de la personne, enfin sur les attentes du client. Donc, vaut mieux que ce soit cadré. Et heureusement qu'avec tous ces paramètres-là, par rapport au client, par rapport à toutes ces choses-là, que ça me permet de choisir avec qui je travaille. Ça fait vraiment le tri, honnêtement. Et aujourd'hui, grâce à ces choses-là que j'ai mises en place, toute cette démarche d'expérience utilisateur, on va dire, ça m'a permis de trouver aujourd'hui des clients qui sont adorables. Là, j'ai des clients, c'est des pépites. Comme eux, ils me considèrent comme des pépites, je les considère comme des pépites. Ils sont à l'écoute, ils sont organisés, ils vont droit au but et ils sont respectueux de mes limites. Et ça me permet d'être bien productif, d'être organisé et de leur fournir un service, mais d'une qualité. Ils se disent « J'ai bien fait de te choisir, Ilyes. » Combien de fois on m'a dit « J'ai eu raison de te choisir, Ilyes. Je suis trop content de toi, t'es une pépite. C'est trop cool ce que t'as fait, merci beaucoup. » Donc en somme, pour terminer sur les inconvénients et les avantages, être freelance, c'est pas uniquement liberté et argent. Être freelance, c'est de la stratégie, de la réflexion, penser global, avoir une vision globale sur les choses, et se projeter vers le futur tout en se protégeant dans le présent. C'est un peu comme ça que pourrait bien fonctionner un bon démarrage en freelance. Vous savez, c'est quoi mon combat quand je me suis lancé ? C'est que on a romantisé, ou on a rendu ça hyper esthétique d'être entrepreneur. C'est un reproche que je fais sur les réseaux sociaux, on veut trop embellir les choses. Et vous savez pertinemment qu'il y a quelques années, des archétypes d'entrepreneurs ont émergé. Ils montrent leur business model et ils vont vendre une vision ultra utopiste de la vie d'entrepreneur. Et en plus, ils vont s'adresser principalement à des personnes qui souffrent dans leur quotidien et de leur situation ou qui aspirent à une vie meilleure. Et vous voyez ces inconvénients que je vous ai cités, ils vont jamais vous les dire, ces archétypes, parce que c'est pas leur fond de business. Et en plus de ça, du fait que ces aspects ne sont pas mis en avant, je sais qu'aussi, et c'est pour ça que je ne veux pas vous accabler vous personnellement, mais de manière générale, les gens aussi refusent d'entendre des choses, refusent d'entendre la difficulté, refusent d'entendre que c'est pas aussi simple. Et aussi, par rapport à ces fameux archétypes, ils refusent d'en parler parce que ça détruirait l'image qu'ils ont d'eux et susciter de l'envie. Sachez que dans le fond, les entrepreneurs style « je m'installe à Dubaï, je fais du trading, et après je vais à Bali faire du surf », ces gens-là vous disent que leur business, c'est le fait de faire du trading. Mais non, leur business, c'est simplement de vous faire baver. C'est vous, leur source de revenus. C'est pas autre chose. Et d'ailleurs, ces archétypes-là profitent d'un fléau. C'est la culture de l'instant. On y vient enfin. Pourquoi je parle de culture de l'instant ? Ces archétypes vont vous faire croire qu'en un an,
ils sont devenus multimillionnaires, qu'ils gagnent 10 000 euros par an, 10 000 euros par mois, pardon. Et en fait, ils font oublier. Et comme on est actuellement sur une ère où les réseaux sociaux demandent de plus en plus d'attention, il y a des problèmes de concentration, les gens scrollent, la dopamine, c'est quelque chose qui est très recherché aujourd'hui. On dirait je parle comme un complotiste, mais c'est factuel. Eh ben, les gens oublient que les choses prennent du temps à se construire. Et les gens veulent tellement s'en sortir de leur situation et ils baffent tellement quand ils voient ce genre de choses qu'ils sont prêts à tout pour s'en sortir. Donc le problème, c'est que certains entrepreneurs prennent les gens pour des imbéciles et surtout les jeunes. Et ils vont jouer sur leurs insécurités, leurs problèmes financiers, le chômage, etc. Ils vont essayer de leur créer une frustration à base de « ouais, tu te lèves tous les matins pour enrichir un patron ». Vous voyez ce genre de choses? Et bien ça pousse à aller dans l'instantanéité. Et le fait aussi qu'on montre l'auto-entrepreneuriat comme la planque, c'est pas vrai, je vous l'ai dit, ce sera la précarité, vous allez souffrir. Et en plus, comme vous allez être frustré, vous allez vouloir tout plaquer. C'est pas ça qu'il faut faire. Prenez votre temps. En fait, je sais pas s'il y a des freelances qui vont m'écouter qui sont en place depuis longtemps. Sachez, petite statistique, la moitié des startups ferment en France au bout de 5 ans. C'est-à-dire que vous prenez 10 000 startups, il y en a 5 000 qui vont fermer en moins de 5 ans et les 5 000 autres resteront ouvertes. Pourquoi ? Parce qu'on est pressé, parce que les problèmes managériels, et vas-y ceci, et vas-y cela, et c'est ça qui fait que ça ne fonctionne pas. Et en plus, on a tellement cette culture de si ça marche pas, c'est que je suis nul. Si l'échec, faut le cacher. On a honte de l'échec, on a honte de rater. C'est dommage. Eux, ils sont là, ils vous montrent leur success story, alors que leur success story, quand tu la vois, elle commence déjà par le succès. Il n'y a pas de... Et quand ils vous disent « j'étais en bas, nanana, mais j'ai bossé dur », on essaie de faire un espèce de truc à l'américaine alors qu'on sait pertinemment que c'est pas vrai. On fait semblant. Quand j'ai appris qu'il y a des gens qui mentaient sur leur salaire, bref, tout ça pour vous dire que on est dans la culture de l'instant. Ces entrepreneurs et ces archétypes en profitent, mais moi je suis pas là pour vous mentir. Le moment de sérénité que vous aspirez et que ces entrepreneurs, ces archétypes vous vendent, vous l'aurez pas avant 5 ans. Je pense que, moi en tout cas, je me lève jusqu'à 2030 pour essayer d'avoir un minimum de décence avec Ilias+. Mais je sais que là, c'est que le début. Et ça va prendre du temps, je vais faire des erreurs, je vais avoir des moments de crise, je vais avoir des moments de joie, je vais avoir des moments de buzz, je vais avoir des moments de traversée du désert. Et je vais tout faire pour pérenniser ça. J'ai besoin de stabilité. Et ça, la culture de l'instant ne vous le permet pas. Et d'ailleurs, ces fameux archétypes, purée, on a dépassé les 30 minutes, je suis désolé, je fais de mon mieux. J'espère au moins que c'est intéressant ce que je vous raconte. Pour revenir à ces fameux archétypes qui vont jouer sur vos insécurités économiques, ils vont aussi, comme je vous l'ai dit, jouer sur la frustration d'être sous un patron qui s'enrichit, qui vous exploite. Et que aussi, on est actuellement dans une ère où les gens se rendent compte que le travail, c'est pas la vie et qu'on n'est pas né pour travailler. Donc, dans leur discours, ils vont adopter le fameux « ouais, si tu veux quitter ton patron, que t'en as marre de son autorité, que tu veux être libre », vraiment libre, riche, c'est leur mot préféré, et bah, tu vas les voir au bord d'une plage, tu vas les voir partout, tout le temps dehors, mais par contre, ils seront toujours avec leur Mac. Ils seront toujours en mode business. Ils seront toujours en mode travail. Et eux, ils vont glorifier le travail en excès. Ils vont dormir travail, ils vont se lever travail, ils vont manger travail, ils vont doucher business, ils vont s'habiller business, ils vont rouler business, ils vont tout faire business. Ils vont même faire caca business. Ils font tout business, tout est business pour eux. Et c'est paradoxal parce que d'un côté, ces gens-là vont valoriser une esthétique où tu vas bosser H24 avec ton Mac partout, des styles, tes outfits old money et tout, etc. pour montrer que t'es riche et que t'as réussi. Alors que le discours que tu dis, comme quoi bah, tu n'as plus besoin de travailler, que l'argent travaille tout seul, etc., bah, tu te rends pas compte un minimum que tu es paradoxal. Tu cibles des gens qui en ont marre de la pression du monde du travail. Et toi, ta solution, c'est « ouais, je suis libre financièrement et je fais ce que je veux de ma vie, je suis tout le temps en vacances et je bosse pas. » Mais quand on te voit dans tes contenus, tu es toujours en train de bosser. Tu nous montres toujours ton espèce de courbe de la bourse, là, du CAC 40, et tu te la pètes avec ta Rolex que tu as sûrement louée parce que la plupart des gens sur Dubaï louent leur montre ou leur voiture. Ça ne leur appartient même pas. Et les gens cherchent la liberté. Mais dans ces vidéos d'inspiration,
vous n'allez pas trouver votre liberté puisque vous allez vous enfermer dans une esthétique de business boss, je sais même pas ce que ça veut dire. Bref, dans une esthétique de business, de toujours parler argent, de toujours parler travail, de toujours parler développement personnel. J'ai une anecdote. Un jour, j'ai vu un influenceur. Il a fait une story en mode « Ouais, si mes amis ne parlent pas de business, c'est ciao, je leur parle plus. J'avance que avec des gens qui parlent business, j'avance que avec des winners et tout. » Mais on est chez les fous ou quoi? Vraiment, Bunkerville City, c'est même pas Dubaï où il fallait vous installer à Bunkerville. Sainte-Anne, fallait aller là-bas parce que vous avez pété les plombs. C'est-à-dire, il y a des gens, ils sont tellement matrixés pour les boomers, trixma par le business, le développement, parce qu'il y a une esthétique autour dont je vous avais parlé, qui sont prêts à rompre des liens intimes, des liens proches avec des amis, de la famille, et ils veulent s'entourer de gens qui parlent que business. Mais vous êtes fous ou quoi? Vous devez tellement être ennuyeux, toujours à parler de travail. Vous valez pas mieux que la Stéphanie de 55 ans qui passe ses journées à parler sur le dos de ses collègues. Vous valez pas mieux qu'elle. Parce que vous, à partir du moment où on a simplement dit « Ouais, on veut partir en vacances se reposer », eux, ils peuvent te zapper parce que pour eux, t'es pas productif, t'es un fainéant, pendant que toi, tu pars en vacances, moi, j'ai développé ça. On s'en fout. On s'en fout, Karen. Vraiment, on s'en fout. On s'en fout. Et cette mentalité de gagnant, mais il faut doser, hein. C'est pas parce que tu vas traîner avec des gens riches ou des gens qui parlent tout le temps de business que t'es un businessman et que tu vas devenir riche. Ça se saurait sinon. Et les jeunes, globalement, qu'ils ciblent, eux, ils aspirent surtout à de l'épanouissement personnel et à la transparence. Vous êtes ni transparent et vous ne montrez pas une narration d'épanouissement personnel, puisque la seule chose que vous dites, c'est « je suis libre financièrement, je gagne de l'argent et je fais ce que je veux », mais en fait, vous êtes tout le temps parlé de business dans votre bouche. Et en plus, c'est que du branding. C'est même pas ça qui vous fait gagner de l'argent, c'est le fait que vous créez du contenu et que vous preniez les gens pour des pigeons, c'est ça qui vous fait gagner de l'argent. C'est pas le fait de vendre la liberté et la richesse. Vous faites des pyramides de Ponzi et vous gagnez aucun revenu en trading puisque vous n'y connaissez rien à la vie. Et en plus, je voudrais quand même, pas accabler encore une fois, mais je voudrais porter une responsabilité aussi sur ma génération qui veut tout rapidement, culture de l'instant, et qui manque de nuances et de discernement. Je le répète, le monde n'est pas manichéen. Faites attention s'il vous plaît. Faites preuve de réflexion, faites des recherches, ne tombez pas dans leur piège s'il vous plaît. En plus, ces gens-là, ils ont transformé des métiers red flag. Demain, tu me dis, je suis créateur UGC, je vais avoir des réflexes vomitifs. Demain, tu me dis, je suis trader, mais alors là, vraiment, quand j'entends ça, j'ai des remontées parce que c'est malheureux, mais à cause de ces archétypes, ces métiers-là qui sont légitimes en soi, il n'y a pas de saut métier, mais qui sont quand même complexes. Quand on parle de trading, moi je pense à des analyses, il faut être fort en maths et tout, etc. Tu analyses la bourse, ce genre de choses, tu es censé être calé. Mais t'en as, ils sortent de nulle part, ils te font un télégramme, ils se montrent avec une loc et un appartement avec vue sur la Bourg Khalifa, et ça y est, c'est bon. C'est des businessmen, ils sont rentables, et ils font beaucoup de number bombing. C'est-à-dire que, en gros, ils vont que montrer des graphiques. En fait, comme c'est complexe à comprendre, puisqu'il faut un minimum s'intéresser, ils vont vous montrer des trucs, et en fait, c'est juste pour vous impressionner. En mode, la courbe, elle monte vers le haut, il y a des plus 50%, il y a des pourcentages, il y a les codes graphiques aussi qui jouent là-dedans, le fait que vous montriez l'application bourse ou ce genre de choses, ou les fameux graphiques, etc., ça va vous impressionner. Et en plus, comme vous voyez des hauts chiffres, vous vous dites, mais c'est trop bien. C'est que pour vous impressionner. C'est des coquilles vides, ces gens-là. Faites attention, encore une fois, faites preuve de nuance et de réflexion. Et puis, de manière générale, on a presque fini, de manière générale, il y a deux types d'entrepreneurs qui m'énervent et qui sont mon combat. Il y a ces fameux Dubaïotes qui vous prennent pour des pigeons, et vous avez les religieux de l'entrepreneuriat. Ça, c'est plus commun. Parce que dans notre quotidien, il y a toujours un mec qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat et qui est devenu religieux de ça. Et il est insupportable. Vraiment. À base de... ils ont des discours hyper dénigrants sur les personnes qui ont choisi le salariat et qui s'y complaisent. C'est ça le terme. Qui sont bien dedans. Et non. Chef, ce n'est pas parce que tu es freelance qu'on ne doit pas être salarié. On ne veut pas tous être freelance. Et quand tu leur dis ça, mais on dirait qu'ils ne vont pas dormir de la nuit. On dirait que tu les as insultés personnellement. C'est vraiment des gens
qui n'arrivent pas à comprendre que d'autres gens se sentent bien dans le salariat. Et vous savez quoi, j'ai une petite théorie, mais que je n'arriverai jamais à prouver. Ces gens-là sont juste frustrés parce qu'ils ont voulu tester le salariat et ils ont raté parce qu'ils n'ont pas eu les bonnes opportunités et qu'ils ont un peu le seum de voir des gens dans le salariat et qui, pour eux, et de la facilité, réussir. Ils gagnent un bon salaire, ils ont un statut, ils ont accès à plein de choses parce que quand même, en France, c'est difficile d'avoir accès à un logement quand tu es full freelance et tout, c'est chaud. Mais pour certains, tu peux leur dire que ce n'est pas vraiment un modèle de réussite d'être free, ils vont pas l'entendre. Ou encore, ils vont t'expliquer « Ouais, mais tu devrais quand même faire un peu de free, ça t'ouvrira des opportunités, des choses que tu ne vois pas, ça se permettra de sortir. » Non! Non! Ferme-la! Va facturer tes clients, va retourner faire du surf à Bali avec Pimprenel et AD, no shade, hein. No shade, c'est juste un exemple, mais laissez-nous tranquilles. Enfin, moi, en tout cas, je ne considérerai jamais ça comme un aveu d'échec si je retourne dans le salariat. C'est mon but, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus. Et vous avez toujours ce religieux qui va venir, qui va essayer de vous convaincre à mort, qui va vous dire « Ouais, mais tu rates. » Non, 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 laissez les gens tranquilles. Arrêtez d'empiéter dans leur espace personnel. Et on dirait vraiment, quand tu les entends, que quand tu fais du salariat pur, t'es un loser. Mais, encore une fois, il n'y a pas qu'un seul modèle de réussite. Je cesserai de le dire. Dans un premier temps, avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, je vous inviterai à étudier votre marché. Il peut être saturé là où vous voulez vous lancer, la concurrence peut être rude, et cette étude préalable, je ne vous dis pas de faire une étude de 50 ans, va vous permettre au moins de bien fixer vos tarifs et de voir vos perspectives d'évolution. Ça vous aide aussi à définir clairement vos champs d'action et à savoir où vous allez. Deuxième chose, je vous conseillerais de faire du personal branding pour vous différencier. Puisqu'aujourd'hui, on est dans l'ère un petit peu des relations parasociales et on aime beaucoup la personnalité des gens. Donc n'hésitez pas à vous montrer, à vous faire entendre, posez votre voix sur des vidéos, ou carrément filmez votre visage et montrez-vous en train de bosser, quoi. Et montrez votre personnalité et choisissez des champs de contenu qui vous ressemblent. Par exemple, l'humour, la pédagogie comme moi, les discours motivants, les histoires, peu importe. Choisissez un truc où vous vous sentez bien et utilisez-le à plein escient. Vous verrez, des gens vont venir vous voir. Ensuite, je vous conseillerais d'être organisé, rigoureux et pas phobique de l'administratif. Les démarches peuvent être très longues et rébarbatives. Et vous allez jongler entre votre compta, les factures, les devis, les contrats, l'URSSAF, les impôts, vos projets clients, votre personnel branding. Au fond, je vous le dis la vérité, c'est pas tant monstrueux. Mais c'est une phase qui va être difficile et à force, ça deviendra fluide si justement vous optez pour ces caractéristiques, ces soft skills d'organisation, de rigueur, etc. Maintenant, faites preuve de nuance et de réflexion. Par pitié, utilisez votre cerveau, faites des recherches. Il y a de nombreux discours qui sont alléchants qui circulent sur les réseaux sociaux. Et vraiment, renseignez-vous très sérieusement avant de vous engager. Il y a un influenceur qui sort de nulle part, il a dit « Je fais une formation en UGC et j'ai ouvert mon compte de trading, rejoignez mon Telegram. » Faites preuve de réflexion par pitié. Encore une fois, pour la bienséance, non, tous les traders ne sont pas des arnaqueurs, mais faites un peu de réflexion, cherchez les choses. Prenez tous les points de vue possibles, faites-vous votre propre avis et ne risquez pas, ne courez pas votre perte. Faites attention. Aussi, autre chose, soyez patient. Soyez patient. Les choses prennent du temps. Et le fait que vous n'ayez pas, par exemple, de visibilité sur un contenu, c'est pas grave. Prenez-le comme une expérience, prenez-le comme un test et expérimentez. Faites des tests, recommencez, n'ayez pas peur de perdre. Et apprenez à voir plus loin et à pérenniser vos actions. Faites preuve de stratégie et voyez tout ça comme un jeu finalement, comme si vous jouiez au Monopoly. Voilà, faites preuve de stratégie. Assurez vos arrières, n'ayez pas peur de rater, de recommencer, de vous remettre en question. Il va y avoir des moments difficiles, vous allez faire des traversées du désert, vous allez rien comprendre. Et après, vous allez trouver un oasis, et après, vous allez trouver une ville, et après, vous allez refaire une traversée du désert. Voilà. Moi-même, j'ai connu ces phases-là, je vais en connaître des nouvelles, et j'ai pas peur de ça. Et la vie de freelance, comme la vie en général, elle n'est pas manichéenne, elle n'est pas bien ou mal. C'est un peu comme la météo. Il y a des prévisions qu'on fait, il y a un moment vous allez tomber sur un gros orage, puis après ça ira mieux, vous allez faire des prévisions, vos prévisions seront bonnes, vos prévisions seront fausses, vous aurez chaud, vous aurez froid, vous avez capté. Mais soyez patient, c'est dans le temps que vous allez pouvoir vous développer. Et en fait, pour finir sur ce dernier conseil que je peux vous donner, l'entrepreneuriat c'est vous avant tout. Non, tu n'es pas un loser, tu n'es pas nul si tu as un emploi à côté dans le salariat et que ton business grandit, c'est même beaucoup plus efficace. Si tu veux conserver les deux, mais libre à toi.
Et tu n'es pas obligé de faire du freelance parce que ton pote matrixé par l'entrepreneuriat et le trending t'en fait la propagande, le trading, j'ai dit le trending, le trading t'en fait la propagande H24. Non, tu n'as pas non plus à baisser tes prix parce que le client veut négocier 200 € en disant que tu es trop cher. Si tu as choisi l'entrepreneuriat, c'est avant tout parce que tu veux être toi-même, nature pâture, cache pistache, sois clair avec toi-même. Les premiers mois, tu auras peut-être des petits moments de faiblesse, c'est pas très grave, tu vas devoir faire sûrement des concessions, mais tu ne dois pas tout lâcher complètement et il faut arrêter de claquer du boule quand vous voyez un client. C'est pas parce qu'il y a un client qui arrive que ça y est, c'est bon, vous devez tout lâcher et perdre vos moyens. Vous avez le droit de refuser un client. Si ça va pas, si vous le sentez pas, vous pouvez travailler à côté en attendant de développer votre business et trouver des clients réguliers et fidèles. Et c'est à vous de choisir votre propre modèle de freelance. Voilà ce que je vous dirais. Se lancer en freelance ou en entrepreneuriat, c'est pas un conte de fées. Vous n'allez pas devenir riche du jour au lendemain. C'est un parcours qui va vous demander de la patience, de la rigueur, de la réflexion et surtout une bonne dose d'authenticité. Il va falloir accepter qu'il y aura des difficultés, des doutes, apprendre à se connaître pour construire un projet et qui devienne pérenne avec le temps et qui vous ressemble. Ne vous laissez pas berner par les images idéalisées sur les réseaux sociaux, par les mecs qui sont en costume et qui font des conférences avec un slide Canva et qui vous disent à quel point ils sont devenus riches en 2 mois, les discours qui vous vendent du rêve, les plans sur Dubaï. Ne vous laissez pas avoir par ça. Encore une fois, se lancer en freelance, c'est pas la Rolex, c'est pas la grosse voiture, c'est pas les grands buildings. Se lancer en freelance, c'est tu te lèves le matin, il est 6h, tu as dormi 2 heures, tu te brosses les dents, tu pues, tu t'es même pas douché et tu bosses sur ton projet. C'est ça la réalité de freelance. Mais il y a des moments, ça ira mieux, ne vous en faites pas là-dessus. Écoutez-vous, restez sincère et avancez à votre rythme et vous verrez que les choses iront beaucoup mieux avec le temps. Et vous aurez un tel sentiment de gratitude quand vous allez arriver à votre objectif et vous dire j'ai fait tout ça pas pour rien. J'ai pas fait tout ça pour rien. Je me suis pas tué à la tâche, mais j'ai investi du temps et d'énergie et je suis fier de moi. Vous allez le ressentir, ce sentiment de gratitude. Même moi qui n'ai pas une aussi grande expérience, ça va bientôt faire 1 an que j'ai créé Ilias Plus, le chemin que j'ai parcouru, qui est certes court, je suis énormément fier de moi parce que je suis content de ce qu'il y a actuellement aujourd'hui. Je sais que je fais les choses qui sont non seulement en adéquation avec moi-même et ce sont les bons choix pour le développement d'Ilias Plus. Donc je suis très fier de moi. Merci d'avoir suivi ce premier chapitre et d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ça vous a apporté des clés pour comprendre l'entrepreneuriat et sa réalité et que vous ayez compris que c'est un chemin qui se construit sur du long terme, étape par étape. C'est pas instantané. Et même les entrepreneurs qui sont là en place depuis un certain moment, parce que je sais qu'il y en a qui me suivent, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous êtes un minimum d'accord avec ce que j'ai dit, que je n'ai pas raconté n'importe quoi ? Donc, merci à vous. Il va y avoir un chapitre 2 prochainement. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, ça dépend de mon emploi du temps. J'aimerais bien qu'il sorte le mois prochain, mais peut-être que ce sera plus tard. Vous aurez une annonce de toute façon sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram, je parle de design et de créa. Suivez-moi sur TikTok, je parle de voyage et de bons plans, etc. et de story. Et suivez-moi également sur YouTube où vous voyez tous mes contenus. Voilà. Si vous avez besoin d'une prestation, n'hésitez pas. Bref, vous avez compris, j'ai fait mon auto-promo, c'est bon. et voilà, tout simplement. Je vous souhaite de réussir dans vos projets et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et dans le prochain chapitre, je vous le tease, on va parler de la vie personnelle. Donc on va parler amitié, on va parler adolescence, on va parler trauma, on va parler de tout ce genre de choses. Ça va être très intéressant. Merci d'avoir écouté le podcast et on se retrouve très vite pour le prochain épisode.